Du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans la question des élections européennes. Vous êtes présenté comme un héritier de l'UMP et du coup membre aujourd'hui du Parti des Républicains. Est-ce que vous soutenez un candidat ou une liste? Alors oui, je soutiens le candidat de ma formation politique, François-Xavier Bellamy. Et c'est évident, je le connais, c'est un gars qui est brillant, qui a de bonnes idées, disons-le, mais qui aujourd'hui, et les sondages l'attestent, il est quand même inaudible dans le champ politique. Et aujourd'hui, il pâtit de deux problèmes. Déjà, que certains autres partis politiques ont récupéré certaines de nos idées. Je pense au Rassemblement national, à Reconquête, et quelquefois même à Horizon. Hein, il y a encore 15 ans, aux européennes de 2008, l'ancêtre des Républicains, l'UMP, avait fait un carton plein parce qu'on était ce parti de droite qui incarnait cette Europe et cet équilibre entre la France et l'Union européenne. L'un ne mangeait pas l'autre. Aujourd'hui, on est crédité à 7%. C'est qu'il y a eu un problème. Et donc il y a eu ce problème-là. Et le problème aussi, c'est que le Parti des Républicains est un parti qui est malade. C'est un parti qui ne s'est toujours pas relevé de la défaite de François Fillon en 2017, qui a continué sa descente avec l'élection présidentielle de 2022 avec Valérie Pécresse. Et aujourd'hui, on a un groupe à l'Assemblée nationale d'une 60aine de députés qui tantôt soutient le gouvernement, par exemple sur la loi, la réforme des retraites, tantôt est opposé à lui dans d'autres réformes. Et là où on n'a pas été malin du tout, c'est sur la réforme de l'immigration, où on a dit c'est bon, on a réussi à amender, on a changé le texte, etc. Rien du tout, ça a été refusé en bloc au Conseil constitutionnel. Macron nous a baladés. Et donc, on est un parti politique qui est malade, qui ne sait pas trop où il va. Est-ce qu'il passe le cap et il fait un deal avec Emmanuel Macron et il dit allez, maintenant on fait une coalition centre plus la droite traditionnelle, soit il se dit on est en totale opposition et on reste jusqu'au bout en totale opposition. Et du fait de cette tergiversation qui sauve les Républicains, hein, parce que demain, des élections anticipées, les Républicains n'ont plus 60 députés. Hein. Ils sont divisés par deux. Vous êtes convaincu? J'en suis totalement convaincu. Et c'est la raison pour laquelle les quelques motions de censure où on aurait pu les voter pour faire tomber le gouvernement, on ne l'a pas fait parce que le constat est vite simple. Donc François-Xavier Bellamy, il évolue dans ça. Même si, je le répète, c'est un bon gars. C'est un bon gars et il a une bonne liste. Ces trois têtes, les trois premiers de liste, ce sont des gens qui sont bien. Surtout que si on regarde les retours qu'on a de quelques autres députés européens ou même des faits qui sont là, François-Xavier Bellamy est connu pour être un des députés les plus assidus au Parlement européen qui a produit le plus de documents. Du coup, comment expliquer qu'il y a quand même des Français de droite, j'imagine. Enfin, vous devez le voir peut-être au sein de votre structure, et que même ces Français de droite n'arrivent pas à mettre le bulletin de vote Bellamy. Pour les raisons que je viens de dire. Des idées qui se sont diluées dans le temps et un parti qui n'est pas de la faute de François-Xavier Bellamy, mais un parti politique qui aujourd'hui se cherche une direction dans laquelle prendre avec cette idée du match retour de 2027. Et vous pensez que même s'il est inaudible, il est capable de susciter de l'engouement chez les jeunes ou pas? Pas pour sa personne, pour sa liste plutôt. Oui, bien sûr. Je le vois sur les réseaux sociaux, je vois quand même qu'il y a un engouement des jeunes de droite et des jeunes de droite qu'on a pu voir dans d'autres élections, que ce soit présidentielles ou législatives. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la droite doit aller chercher ses électeurs historiques si elle veut sa survie. Aller chercher au-delà de sa base classique et traditionnelle, ça c'est un autre challenge. On est peut-être contrainte aussi du fait justement d'autres partis qui essaient de lui prendre sa base traditionnelle. Mais bien sûr, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle doit se battre pour garder les siens et avant de chercher autre part. Quand je vois aujourd'hui les intentions je crois que c'est le JDD qui a fait un sondage, on voit qu'aujourd'hui un Jordan Bardella
c'est un peu un attrape-tout. Il vient sur les terres des Républicains. Donc aujourd'hui, François-Xavier Bellamy doit réussir en musclant un petit peu son discours dans les derniers jours pour sécuriser ça et faire au moins ce score qui consolidera au moins le score qu'il avait fait la dernière fois, c'est-à-dire 8,5%. Si on parle aussi de manière aussi répétée dans les médias et même actuellement des listes, c'est que le scrutin européen arrive à grands pas, le dimanche 9 juin. Il y a un récent sondage Ipsos du coup, qui est sorti il y a 4 jours et qui explique que seulement 31% des Français âgés de 18 à 29 ans sont certains d'aller voter. Ce qui laisse du coup sous-entendre une grande part d'abstentionnisme chez les jeunes. À Aix, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette question prend une envergure toute particulière. Quand on voit que ce qui fait, malgré ses nombreuses richesses, ce qui fait une des grandes richesses de la ville d'Aix-en-Provence, c'est sa structure de population. Là où les 15-29 ans représentent 26,2% à l'échelle aixoise, ils ne représentent que 17,5% à l'échelle nationale. Du coup, en tant que jeune élu local, comment vous pourrez convaincre tous ces jeunes aixois, peu importe leur choix, d'au moins faire l'effort d'aller voter et de ne pas s'abstenir? Une fois de plus, j'ai envie de dire que c'est... Alors, oui, on va le faire. Petite campagne, certainement de la communication de la ville, qui va dire n'oubliez pas d'aller voter le 9 juin. Mais j'ai envie de dire une fois de plus, c'est pas à nous, c'est à l'État. C'est à l'État d'envoyer des grandes campagnes de publicité et qui ont des moyens supérieurs, qui peuvent plus cibler, etc. Nous, on veut bien le faire, mais on va le faire avec quoi? Avec nos petits moyens. Mais même sans dire que c'est votre mission, je veux dire, vous avez l'occasion là d'être devant des téléspectateurs, sûrement des jeunes qui vous écouteront. Si vous pouviez leur parler, si vous aviez l'ensemble de la jeunesse en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour être plus large, qu'elle réinvestisse même ce champ politique et qu'elle fasse l'effort d'aller voter le dimanche 9 juin? Pas que pour les élections européennes, j'ai envie de dire. Nous sommes tous issus d'histoires familiales et personnelles diverses. Certains sont français depuis la nuit des temps, d'autres le sont depuis plus récemment. Et on est tous unis sous cette concorde nationale que les pères fondateurs de notre pays, qui, en changeant de régime au moment de la Révolution, et qui ensuite s'est renforcé sous les années de Napoléon Bonaparte, puis de Napoléon III, puis de la Troisième République, ont renforcé cette idée que le vote autour de l'idée de la nation était primordial. Et le XXe siècle, par 2 fois, a prouvé qu'il fallait se battre pour le garder. Nous sommes, la 3e génération après la Seconde Guerre mondiale. Et cette 3e génération a du mal à se souvenir que hier, là, cette semaine, nous allons fêter le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. 80 ans, c'est un saut de puce dans l'histoire de l'histoire de la nation. Et on a tendance, parce que les familles ne le font plus, parce que l'État ne le fait plus, on aime bien quelquefois s'auto-flageller, oh là là, le vilain État français, il y a X siècles, oh là là, le vilain roi, si l'État était déjà plus enclin à exprimer le beau qu'est la France, qu'est l'histoire de France. Et dans cette histoire, il y a le vote. Il y a le vote de choisir quelqu'un, un homme, une femme. Et si on n'en est pas content, à l'élection d'après, on le dégage. Et ça, on prend l'avion, à quelques heures d'avion d'Aix-en-Provence, il y a des pays qui ne sont pas du tout démocratiques et ils se battent pour l'être. Et l'Ukraine est en train de se battre pour garder un modèle qui, très récemment, en 91, a réussi à émerger d'une dictature et se bat pour le garder. Et nous, en France, parce que l'État, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas les collectivités, c'est vraiment l'État qui aujourd'hui ne fait pas assez son rôle d'expliquer en disant voilà ce qu'est la nation française, voilà le beau pays dans lequel vous êtes, voilà ce qui est les larmes, la sueur et le sang qui a coulé pour que vous puissiez voter. Et là, je pense que, je ne dis pas sous un effet hollywoodien de grandes tirades à la Brevard, mais c'est en expliquant de cette manière-là aux jeunes qui vont se dire ah ouais,
même si nous, on a 20, 30 ans, ça a commencé bien avant nous. Et ce petit truc tout simple de mettre un bulletin dans l'urne, il résulte de quelque chose qui nous dépasse tous. Et s'il est mieux expliqué, s'il est même romancé, parce que c'est un roman, le roman national, certains disent que c'est un gros mot, moi je pense que c'est l'essence même qui justifie tout et qui justifie pourquoi il faut se battre pour continuer à voter et pour continuer à expliquer que même si quelquefois on a l'impression que lorsqu'on vote, ça ne sert à rien et tout, non, ça ne sert pas à rien. On l'expliquait encore tout à l'heure. Les élections locales, on voit que peut-être que c'est plus rapide lorsqu'on vote pour le maire. Le maire va se dire on va refaire une rue. Bon, dans les 2-3 ans, la rue va être refaite. C'est de l'immédiat. C'est sûr que sur un échelon national, voire même européen, ça devient beaucoup plus long. Mais pourtant, ça change. Et lorsqu'on l'expliquera mieux, on touchera plus de gens et surtout, on touchera plus de jeunes. Et désolé, mais si l'État voulait vraiment se mettre au diapason et toucher chaque jeune, il sait comment on se prend. Les moyens existent. Il y a des moyens, des milliers de moyens qui existent. Entre deux snaps, ça peut le faire. Du coup, vous pensez qu'à l'image du vote qui serait replacé au sein d'un roman historique, est-ce que vous pensez que l'enjeu pourrait être le même pour la politique? C'est en replaçant la politique comme moteur de l'histoire que l'on vit actuellement et du coup même du passé, qu'on pourra faire prendre conscience qu'il n'y a pas l'histoire, le pays et la politique, mais faire rentrer tout ça au sein d'un cadre global et d'ensemble. Bien sûr, mais je le redis, une fois de plus, il faut mieux l'expliquer. Lorsque je vois le temps que prend l'histoire, alors ok, les cours d'histoire, certains, c'était le meilleur moment de la journée lorsqu'on était au collège ou au lycée, et pour d'autres, c'était l'enfer absolu. Et pourtant, l'histoire, ces cours d'histoire, ont cette importance-là de donner les clés aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre ce qui se passe au présent. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on se bat en Ukraine? Pourquoi aujourd'hui la France aide l'Arménie et dans le conflit du Haut-Karabakh? Pourquoi? Alors, le conflit israélo-palestinien, j'y mets même pas un pied tellement que c'est compliqué que même eux là-bas ne le comprennent même plus. Mais sur des clés de compréhension, voilà pourquoi aujourd'hui il y a une haine anti-française dans certains pays d'Afrique, pourquoi aujourd'hui on souffre tant de la mondialisation, pourquoi la France, qui est un pays doté de l'arme atomique, aujourd'hui elle est moins écoutée sur la scène internationale. Toutes ces questions qui sont actuelles proviennent de notre histoire. Et aujourd'hui, l'éducation nationale n'explique pas assez cette histoire-là. Je suis tombé sur un livre d'un collégien il n'y a pas longtemps. C'est déjà que... Et pourtant, je ne veux pas avoir un discours de vieux con sans être vulgaire, mais il y a encore 15 ans, lorsque j'étais au collège, ça allait plus profond. Et là non. Donc, si on ne donne pas les clés pour comprendre le présent et pour comprendre, du coup, pourquoi il faut s'engager, expliquons les grandes luttes de 1936, pourtant qui étaient des hommes de gauche, qui n'étaient pas des hommes, et encore, peut-être qu'au début du siècle, qui sait, peut-être que j'aurais été un homme de gauche, parce que j'aurais cru à cet instant T, à ces grandes luttes qui ont fait évoluer les choses. Et peut-être qu'ensuite, en 50, j'aurais été peut-être plus de droite, parce que le général de Gaulle aurait incarné cette France qui se crée, cette troisième voie entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais pour autant, donnons les clés de compréhension. Ne disons pas, allez, c'est des jeunes, ils ne comprennent rien, ils ne s'intéressent à rien, arrêtons. Il ne faut jamais baisser les bras sur la compréhension de notre histoire. Alors après, l'histoire aussi, c'est avec un grand H. Et savoir de quel prisme on l'apprend. Si c'est pour apprendre tout ce que la France a fait de mal, comme je le disais, il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, ça sert à rien. L'autoflagellation, il y a des youtubeurs qui le font suffisamment à longueur de journée et qui font suffisamment de mal sur ça. Mais pour autant, aujourd'hui, si l'État ne reprend pas la main sur la compréhension de son histoire, une histoire expliquée de façon neutre, donnant des clés, oui, je pense qu'on pourra faire changer même l'engagement politique.
Écoutez, je vais vous laisser faire une conclusion libre. Si vous avez peut-être un dernier mot à dire, une idée que nous n'avons peut-être pas abordée, ou alors quelque chose qui vous tient à cœur, c'est votre moment. Déjà, une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci à vous. Anonymal fait un super travail depuis des années. Et donc, je remercie toute l'équipe. Le seul mot que j'aurais, de la part d'un élu local, mais avant tout d'un jeune qui a voulu à un moment donné en faire peut-être un peu plus en s'engageant en politique, et qui aujourd'hui se retrouve dans une période où sa famille politique est malade, où son pays peut être quelquefois considéré comme malade. Il faut tout de même que l'on regarde ce qu'on arrive et ce qu'on réussit. Et nous, à notre échelon municipal, quand je vois le combat que nous menons à la ville d'Aix, autour de Sophie Joassin, où quelquefois on a ce sentiment de cette lutte de David contre Goliath, contre l'État jacobin, contre l'État parisien. Mais pourtant, on y arrive et on a des victoires. On a des victoires parce que le local, les engagements que nous avons pour nos administrés nous motivent à nous surpasser. Et on a des résultats. On a pu le voir aujourd'hui dans ce bras de fer qui est actuellement de la métropole. Eh bien, on se rend compte que la métropole nous redonne petit à petit des compétences et des moyens financiers. Ce n'est pas fini, mais ça continue. Aujourd'hui, nous discutons. C'est même pas le fait de gagner. C'est pas le terme. Mais nous réussissons, un, sur quoi on s'était engagé, et de deux, là où tout le monde nous disait « c'est mort, allez, vous êtes dans la métropole, c'est mort, arrêtez de vous battre, c'est comme ça, et point barre ». Non, regardez comment une ville comme la ville d'Aix-en-Provence, qui, contrairement à Marseille, est beaucoup plus petite en termes d'habitants, mais qui pourtant a des talents, a des richesses et a des spécificités que si nous nous battons, nous pouvons les garder. Et ça, on peut le transposer à l'Europe. Ce n'est pas parce que la France est quelquefois un petit peu seule sur le banc et que les idées des Français qui veulent peut-être un peu moins d'Europe et un peu plus de France sont considérées quelquefois comme le Gaulois réfractaire, hein, sans paraphraser quelqu'un. Mais toute lutte doit être menée et on peut avoir des victoires. Si nous, la ville d'Aix, nous les réussissons à un échelon métropolitain, à l'échelon national, on peut faire changer l'Europe. Une Europe qui est peut-être un peu plus proche de nous, un peu plus lisible et un peu plus enclin à mieux comprendre les populations qui l'ont créée. C'est pas l'Union européenne qui a créé l'Europe, c'est les Européens qui ont créé l'Union européenne. Et ça, si on fait un parallèle entre le local et le national et le supranational, eh ben, toute lutte est bonne à prendre et toute lutte n'est pas vaine. Donc, quelle que soit la formation politique dans laquelle on appartient, de se rendre à une élection, de se rendre aux élections européennes dimanche, c'est la meilleure façon qu'à terme, à un moment donné, ces idées portent leurs fruits et changent les choses. Ça a été ce que mes grands-parents, quand ils sont arrivés d'Espagne, m'ont toujours inculqué. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, on est en 2024 et j'y crois toujours à ça. Et dans mon quotidien de simple élu local, je peux voir que les choses marchent lorsqu'on veut y mettre les moyens, lorsqu'on y met l'énergie. Et par la voie de la démocratie, on y arrive. Donc le 9 juin, allez voter même pour qui vous voulez, mais allez voter. Juste posez-vous la question, est-ce que vous voulez un peu plus d'Europe, un peu moins d'Europe? Moi, de mon côté, je veux un peu moins d'Europe pour que mon pays se reconnaisse un peu mieux dans ce qu'il est, c'est-à-dire un pays unique au monde, dans une union qui, elle aussi, est tout aussi unique. En tout cas, vous parlez de vos fonctions et de votre ville avec passion, ce qui me permet de conclure en disant que rien dans le monde ne s'est fait de grand sans passion. Monsieur Rémi Capot, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation et d'avoir participé à la vitalisation du débat démocratique. Merci à tous, merci à la régie et tous ceux qui ont permis de rendre possible cet épisode. Et on se retrouve du coup pour un nouvel entretien, parce que l'Europe, c'est vous. Parfait. J'ai attendu aussi pour boire le verre d'eau.